Bonjour, je suis Delphine Poublan, fondatrice de SOS Professionnel. Aujourd'hui, je reçois Catherine Feltrin, policière active au Québec. Nous allons parler de comment dépasser les pressions vécues dans sa profession, notamment quand on est policier. C'est vraiment un honneur de t'accueillir aujourd'hui. Mon Dieu, merci. Alors Catherine, tu es policière depuis 8 ans? Environ, oui. J'aimerais ça tout d'abord que tu te présentes un petit peu auprès de nos auditeurs qui te connaissent probablement pas. Non. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es devenue policière? Qu'est-ce qui t'a poussée à aller vers cette profession? C'est vraiment complexe la raison du pourquoi j'ai décidé d'être policière. En fait, si on retombe à mon enfance, j'ai vraiment vécu une enfance qui était très difficile avec 2 parents alcooliques, avec un père qui était extrêmement violent, puis une mère pas diagnostiquée, mais clairement avec des troubles de personnalité limite. Fait que ça l'a fait en sorte que j'ai vécu énormément de traumas dans mon enfance, qui a été jusqu'à la DPJ, qui a dû me sortir de mon environnement familial, aller jusqu'à la cour à l'âge de 8 ans. Puis, après ça, quand même, malgré tout, la DPJ a décidé de me laisser avec ma mère, mais de mettre une restriction au niveau de mon père. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mes 2 parents sont immigrants. Puis ma mère, quand elle est venue au pays, tu sais, elle avait juste un secondaire 5. Elle avait vécu le coup d'État au Chili en 74. Fait qu'elle avait vraiment une mentalité qu'il fallait que je trouve un emploi qui allait être, mettons, safe, que peu importe ce qui arrive économiquement ou qu'il y a une guerre ou peu importe, mais j'allais toujours pouvoir avoir un emploi, ce qu'elle n'a pas vécu, parce qu'elle a changé énormément d'emploi. Fait qu'elle avait vraiment cette mentalité-là. Donc moi, elle me poussait beaucoup pour que ce soit l'armée ou la police. Ah oui? C'était vraiment, c'est quand même atypique, mais elle voulait vraiment que ce soit justement dans cette optique-là. Donc il y avait toujours ça, cette pression maternelle à ce niveau-là. Moi, personnellement, c'était beaucoup, je voulais être une artiste, je voulais être une chanteuse. Zéro support. Elle, en fait, elle a quand même recréé ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Elle était une danseuse, puis ses parents, ils ont dit, c'est mal vu. Tu sais, au Chili, c'était très, très mal vu dans les années avant. D'être un artiste, d'être un danseur, d'être un chanteur, c'était la basse classe, si on voulait. Fait que pour eux, c'était un no-go. Donc, elle avait gardé ça comme mentalité. J'ai toujours hésité au secondaire entre professeur, psychologue, avocate, parce que je voulais aider les gens. Je voulais avoir un sentiment de justement pouvoir aider à mon tour, parce que moi, je m'en étais sortie, puis j'étais comme, je veux à mon tour pouvoir donner les outils aux gens. Mais je savais pas comment, je savais pas quel allait être mon outil d'excellence pour y arriver. Et à un moment donné, le côté police est revenu parce que ça venait un peu englober le côté droit, le côté enseignant, le côté psychologue. Vu que veux pas, on fait beaucoup de travail, comme social avec la population. Puis, j'avais vraiment en tête de pouvoir aider les enfants quand ils vivent des choses traumatisantes comme moi j'ai vécu, parce que je peux les comprendre. Fait que je voulais faire une différence à ce niveau-là de façon en première ligne, si on veut. Puis, fait que j'ai décidé d'y aller, puis tout a comme fonctionné quand même assez rapidement. Fait que... Le chemin s'est ouvert pour toi, là, comme si c'était vraiment ton chemin dédié. Ouais. C'est drôle quand tu me dis que ta mère voulait que tu sois dans l'armée ou la police. Ça me fait vraiment penser comme s'il y avait quelque part quelque chose à réparer dans l'histoire familiale, comme une injustice. En tout cas, je sais pas. Oui. T'as dû y penser. Son mari à elle, à l'époque, qui est pas mon père, tu sais, lui, il était dans le coup d'État. Tu sais, il était très, 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 très impliqué. Puis, la seule chose qui a fait en sorte que eux autres s'en sont sortis, c'était que le côté armé était dans la famille. Fait qu'il y avait quelqu'un qui était un haut gradé, puis qui a fait en sorte qu'ils leur ont donné, en fait, 24 heures pour quitter le pays sans qu'on les tue. Parce qu'il avait été capturé. Puis eux autres, ça a été, vous avez 24 heures. Fait qu'ils sont partis au Brésil, puis ont fait des demandes de réfugiés. Fait qu'il y a quand même un côté un peu avec la police, l'armée, qui était très fort au
Chili. Fait quoi, il y a peut-être une préparation à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose, je pense. Tu sais, ça me fait penser, la devise depuis les années 60 à peu près, là, la devise de la police, c'est protéger et servir. Ouais. Donc, ce côté protection, peut-être que dont ta mère a bénéficié, mais dont elle sentait peut-être qu'elle avait encore besoin, elle a comme projeté quelque part. Sur moi, ouais. Puis, tu sais, les policiers, donc toi, tu le sais parce que t'es policière, t'as prêté serment aussi. Et quand tu prêtes serment, c'est bon, évidemment par rapport à tes supérieurs, mais c'est aussi par rapport au code de déontologie, à l'éthique policière. Donc, il y a vraiment des questions de valeur derrière la profession. Ouais. Toi, c'est quelle valeur, toi, en tant qu'individu, on parle plus de ta mère, mettons, là, mais quelle valeur qui te touche profondément dans ta profession? Mais je pense, moi, c'est vraiment de servir. C'était le côté de pouvoir aller aider les gens. Fait que ça, c'était vraiment puissant. Puis ça a toujours été puissant à l'intérieur de moi que je me disais, il y a tellement de gens qui souffrent. Puis, tu sais, nous, on n'a pas eu affaire avec la police. Parce que, justement, ma mère, malgré le fait qu'elle a une haute estime, il y a quand même une certaine crainte, il y a une certaine peur, il y a une certaine incompréhension aussi du métier qu'on ne sait pas, est-ce qu'ils sont corrompus, est-ce qu'ils vont nous aider? Fait qu'on n'a jamais appelé la police. Est-ce qu'on aurait dû? Clairement. Puis, tu sais, je veux dire, on m'aurait sorti bien avant de cet environnement-là. Donc, moi, c'était vraiment d'enlever un peu les préjugés, briser en fait le stéréotype qu'une police peut avoir, puis intervenir de façon le plus humainement possible pour pouvoir faire une différence à chaque intervention que je fais. Donc, à chaque personne que je parle, je prends le temps. À chaque personne que j'interviens avec, je ne juge pas et j'aide. Donc, c'est vraiment le côté aider puis le côté servir qui est vraiment très, 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 très fort pour moi. Ouais, moi je vois une policière humaniste. Je vois ça chez toi. Donc c'est vraiment beau. T'es là pour vraiment aider l'humain. Puis on va pas se le cacher, la majorité des policiers qui embarquent là-dedans, c'est parce qu'ils ont des intentions extrêmement nobles. Et la majorité ont conscience que ils font partie intégrante de la communauté, qui sont là pour servir les citoyens, mais leurs proches, leurs familles, ils ont conscience que chaque individu pourrait être quelqu'un de leur famille quelque part. Ouais, puis tu sais, je vais juste renchérir, tu sais, quand on a nos formations, on nous le dit tout le temps, tu sais, quand on intervient, de s'imaginer que c'est notre grand-père ou notre grand-mère ou tu sais, pour aller chercher ce lien-là. Tu sais, des fois, c'est difficile d'être policier, tu sais, puis on s'en rend pas compte. C'est lourd émotionnellement parce que on n'appelle pas la police quand ça va bien puis que tout est joli. On appelle la police quand on est en crise, quand on est en situation qu'on a besoin d'aide. Donc, souvent, à ce moment-là, il y a une décharge émotive que le policier prend. Donc, quand la personne, elle arrive, ben, elle nous crie après, elle nous pitch un peu toute son émotion, que ce soit négatif, que ce soit émotionnel, ben, c'est toute nous qui la mange. Puis après ça, ben, faut aller régler le problème. Parce que là, on peut pas juste tout prendre, mais là, après ça, il faut qu'on règle le problème. Fait qu'il y a toute une notion où nous, on éteint des feux pour réparer, puis essayer que le tout fonctionne du mieux qu'on peut quand on quitte, que ça aille bien, tu sais. C'est ça, la majorité des policiers sont bienveillants, on peut dire, mais malgré ça, les policiers parfois ont mauvaise presse. Tu sais, en ce moment, on le voit dans l'actualité, en France, qui est un contexte vraiment différent du Québec, on s'entend, là c'est déjà difficile en France en ce moment au niveau social, mais il y a eu ce policier, tu as entendu, le 27 juin, qui a tiré sur un Maghrébin, qui l'a malheureusement tué, un jeune homme de 17 ans. Puis moi, ça me rappelle beaucoup l'histoire de George Floyd en 2020, tu sais, aux États-Unis. Ça a créé vraiment un mouvement social avec des manifestations, avec des revendications. Et malheureusement, ça salit l'image des policiers alors que vous avez passé des années à bâtir un lien de confiance. Donc toi, dans ta profession, est-ce que tu es parfois victime, on va dire, ou est-ce que tu vis ce regard agressif de la part du citoyen? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben 100%, en fait, oui. Tu sais, on nous le dit souvent dans notre formation quand on est à l'école, tu sais, l'action d'un policier interfère l'image de tous les policiers. Fait que s'il y a une police qui agit mal dans le monde, malheureusement, c'est comme si tout le monde assume que tous les policiers sont comme ça. Et ça, malheureusement, c'est notre société, elle est comme ça, on fait des généralisations. Est-ce que c'est vrai? Puis est-ce qu'on devrait travailler au sens où ce n'est pas vrai, 100%? C'est dans le sens que c'est pas parce qu'une personne, elle est humaine, elle a créé ou elle a fait une erreur de jugement ou de peu importe, que ça veut dire que tout le monde crée ces erreurs-là. La réponse est non. On doit se dissocier, mais c'est facile de mettre tout le monde dans le même panier. T'sais, c'est un peu le même principe que si on regarde, exemple, la professeure qui, elle dans TVA Nouvelles, qu'elle avait snappé puis qu'elle avait fait une grosse crise, puis qui avait été enregistrée.
est-ce qu'on a dit que tous les enseignants sont comme ça? On l'a pas fait. C'est drôle quand même de voir la différence que les policiers ont fait cette généralité. On les met tout le monde dans le même panier. Ouais. C'est facile de le faire, mais quand on parle l'exemple d'un professeur, on ne le fait pas. En fait, j'ai pas la réponse du pourquoi, du comment on le fait, mais reste que ça se fait et ça se vit. Maintenant, dans nos interventions, on le vit aussi. Tu sais, quand je disais tantôt, c'est difficile. Combien de fois, tu sais, que dans une journée, je peux me faire envoyer chier, puis vraiment me faire complètement... Ça t'arrive, hein, vraiment? Oui, 100%. Tu sais, puis c'est toute ta journée, puis c'est ça qui est difficile, puis c'est ça que les gens... Tu sais, on veut des humains. Au final, on veut des policiers humains, right? Mais il faut penser que humain égale, des fois, il y a des erreurs qui vont se faire, de bonne foi. Puis aussi, il faut penser au fait que on n'est pas une éponge inconditionnelle à prendre les décharges puis les insultes. À un moment donné, on a une limite aussi personnelle qui embarque. Là, c'est au policier de s'écouter, mais c'est aussi à la société de comme, à un moment donné, il y a comme un balancier qui va peut-être trop d'un côté, puis il faut faire attention, tu sais. Reste qu'on est tous humains, reste que, je veux dire, la grande majorité des policiers, on le fait tout, tu sais, comme tu as dit tantôt, on le fait pour les bonnes raisons. Si on a voulu être policier, c'est pas pour avoir l'uniforme puis la prestance. Je veux dire, aujourd'hui, être policier, c'est quasiment, il faut pas qu'on le dise. Tu sais, on a peur de le dire parce qu'on sait pas comment ça va être reçu, comment les gens vont nous percevoir. Fait que la 3/4 des gens, en fait, ne le disent même pas, qui sont policiers, ils cachent puis ils disent « je travaille pour la ville ». Point. Ah oui. Fait que c'est rendu comme ça. Fait qu'il faut quand même voir, tu sais, que en arrière de ça, les policiers, si on le fait, c'est que le fond, on le voit. Puis tu sais, j'ai déjà entendu un de mes collègues dire ça. Il se voyait comme un guerrier de lumière, un guerrier contre le mal. Dans le sens que nous, on est là pour, oui, sévir d'une certaine façon et de faire respecter la loi. Mais pourquoi on le fait? C'est pour enlever le méchant, enlever les pères comme moi j'ai eu, puis protéger le petit enfant comme moi j'ai été, ou la maman que ma mère elle a été. Fait que tu sais, on le fait pour ces raisons-là. Malheureusement, il y a des défis personnels, il y a des défis de société qui embarquent, puis il y a des préjugés qui embarquent là-dedans, qui rendent notre métier très difficile. Mais il faut toujours penser que, tu sais, ça reste qu'on le fait tellement de bonne foi, puis on le fait surtout au Québec, là, je veux dire, on est tellement mis dans des cadres, on est tellement surveillés, on a combien de lois qui nous surveillent puis qu'on peut perdre notre emploi. Tu sais, je dirais, toi, si tu fais une erreur dans ton emploi, tu perdras pas ta job. Mais moi, j'ai ce risque-là de perdre mon emploi complètement. Fait que c'est un stress supplémentaire que nous, on a toujours ça en arrière. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut réfléchir à. Ouais. J'ai un ami policier, en tout cas, j'ai quelques amis policiers, mais j'en ai un qui m'avait raconté, et puis ça m'avait vraiment étonné, que parfois, ils ont des appels, ils hésitent même à y aller. Probablement parce qu'ils ont peur de faire une erreur. Et ça va jusque-là. Tu sais, ça, pour moi, c'est un signe que déjà la personne n'est pas bien dans sa profession, j'imagine, qu'elle a comme eu plusieurs drapeaux oranges qui se sont levés, puis que elle a peur quelque part d'aller faire sa profession. Quand même, tu vois? Ouais, non, je comprends, mais c'est ça, c'est qu'on a tellement de balises qu'il faut pas traverser, transgresser, que, comme je disais, c'est que c'est très, très, très stressant. Ça fait que, tu sais, mettons, je parle de moi, tu sais, personnellement, moi, je ne suis plus sur la route, ça fait depuis octobre dernier. Fait que, tu sais, puis il y a une raison pourquoi, tu sais, dans le sens que moi, ma charge mentale, j'étais plus capable. Tu sais, si on revient il y a 2 ans, mon père est décédé. Ça faisait 20 ans qu'on se parlait plus, puis finalement, il m'a rappelé écoute, il m'avait jamais parlé en 20 ans, m'a appelé, puis on a repris contact. Puis finalement, après 4 fois qu'on s'est vu, il a fait une crise cardiaque devant moi, puis c'est moi qui ai fait les premiers soins, c'est moi qui ai appelé l'ambulance, puis finalement, il est décédé devant moi. Tu sais, je veux dire, j'ai été en choc post-traumatique face à ça. Tous mes traumas de quand j'étais jeune, qui n'ont pas été travaillés, ont tous remonté à la surface. Ensuite de ça, j'ai eu énormément de problèmes. On dirait que dans la vie, c'est toujours comme ça. Là, quand ça va mal, on dirait que c'est un tourbillon, puis ça fait juste continuer. Donc, pour pas trop embarquer dans les détails, j'ai eu énormément d'autres problèmes personnels qui ont embarqué là-dedans. Et en plus de ça, il fallait que j'aille au travail. Et là, tu sais, j'ai quand même quitté 3 semaines, prendre le temps. Tu sais, juste te donner un exemple, j'arrivais même pas à dormir le soir. Dès que je fermais les yeux, je faisais un sursaut, j'étais pas capable. Puis je revoyais les images, je revoyais son visage, tout revenait. Ça, c'est un choc post-traumatique, puis ça a duré quelques semaines, quelques mois. Donc,
après ça, j'ai quand même décidé de retourner au travail parce qu'on était en pénurie de main-d'œuvre. Puis tu te dis, mais c'est moi qui aide les gens. Fait qu'on n'a pas cette mentalité-là non plus de mettre le genou à terre et de penser à soi parce qu'on est comme, mais non, mais si moi je mets le genou à terre, qui va s'occuper des gens? Parce qu'on est quand même cette notion-là, c'est nous, les protecteurs, mais après nous, il y a qui? Il y a personne après nous. Puis c'est à tort qu'on pense ça, parce qu'au final, ne pas prendre soin de soi, ben je pourrais pas bien prendre soin des autres, mais ça, on a de la difficulté à le comprendre puis à l'assimiler. Puis j'en parle parce que c'est exactement ça qui est arrivé pour moi. Je suis retournée au travail. Est-ce que j'étais apte? Honnêtement, non. Puis le premier appel que j'ai eu, en plus, je venais de dire à mon équipe, ça va, c'est correct, je vais correct. Mais idéalement, s'il y a des appels de personnes qui font des crises cardiaques ou des personnes qui font des overdoses, qu'il faut faire les manœuvres sur elles, idéalement, comme on va switcher d'appel. Premier appel que j'ai, tout le monde est occupé parce qu'on est low staff. Ça, c'est une réalité. On n'est pas assez. Mon premier appel a été quelqu'un qui faisait une overdose qu'il fallait faire les premiers soins sur elle. Puis la personne était âgée, comme mon père. C'était la même chose. Mais moi, j'étais comme une dissociation un peu émotionnelle, un peu numb. On dit en anglais là, que t'es là, mais t'es pas vraiment là. Puis tu sais, ça démontre juste que j'étais encore en détresse émotionnelle, mais que je voulais quand même aider les gens. Puis ça arrive souvent dans la police, qu'on a de la misère à mettre le genou à terre. Donc, tout ça pour dire que j'ai continué, au point où je n'étais plus capable. Au point où, émotionnellement, j'arrivais plus à prendre la charge émotionnelle des gens, car la mienne était déjà saturée. Fait que j'ai dû faire j'ai dû mettre mon pied à terre. Je suis partie en burn-out, là, en épuisement professionnel. J'ai pris du temps pour moi. J'ai assez donné puis de prendre cette charge et de prendre que j'étais comme là, j'ai trop de choses je suis comme saturée. Je suis plus capable. Fait que j'ai décidé de partir dans une section en octobre. Puis c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre pour moi. Puis après ça, là, je suis tombée enceinte. Fait que là, je suis dans le bureau. Donc, ça fait 5 mois là, que je suis retirée, en fait, complètement. Fait que c'est ça. T'es retirée de la route. Oui, exact. Ouais. C'est ça, vous avez vraiment des responsabilités parce que faire respecter les lois, protéger les citoyens, en tout cas, c'est vraiment un gros mandat. Ouais. Puis, il y a beaucoup de burn-out, j'imagine, dans la police. Ouais. Beaucoup de... Ben, j'ai pas les statistiques, honnêtement, mais tu sais, on peut le voir qu'on est épuisé. Tu sais, ça se ressent, on est épuisé. Puis oui, on a besoin de prendre plus soin de nous. Puis, tu sais, c'est un appel un peu à la société aussi de comme, il faut rétablir ce lien-là qu'on a avec la société parce que on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Ouais. C'est un échange. Ouais. C'est dans le sens que eux, ils ont besoin de nous faire confiance qu'on fait un travail. Tu sais que oui, s'il y a erreur, je veux dire, c'est 100% légitime de sévir une police qui n'a pas bien agi. Puis ça, c'est correct dans son mandat et tout. Ça, c'est 100%. Mais il faut prendre en considération que la 3/4, on le fait de bonne foi, puis que, tu sais, une intervention, c'est tellement difficile de juger avec un petit bout de vidéo. Tu sais, je veux dire, c'est le même principe que si on prend cette entrevue puis qu'on sort une petite section de qu'est-ce que tu as dit, puis qu'on le met dans un autre contexte, ben elle vient de perdre tout son sens de son contexte. Fait que c'est le même principe d'une vidéo, qu'on prend la fin, mais on vient de la sortir de son contexte initial, puis on la met ailleurs. Ben on peut faire qu'est-ce qu'on veut avec cette section-là. Fait que c'est là où, c'est ça, on a besoin de la société qui nous fasse confiance, on a besoin de recréer ce lien-là qu'on essaye tant bien qu'il y a mal à travailler. Puis je pense que ça, tous les corps de police essayent vraiment de créer ce lien-là. On a besoin l'un de l'autre. Et de l'autre côté, c'est ça, la société a besoin aussi d'une police qui vient aider puis vient répondre quand elle nous appelle. Puis surtout des policières bienveillantes comme toi. Oui. Donc, oui, ce que j'entends, c'est qu'il y a la communication, la connexion humaine qui sont super importants pour garder la flamme dans la profession. Oui. Puis toi, est-ce que dans les moments difficiles, est-ce que tu peux nous partager comment tu as ravivé ta vocation? Comment tu as réussi à retrouver la motivation, tu sais, quand t'es revenu, par exemple, quand tu nous racontais après ton burn-out? Ben, je pense que c'est vraiment... Moi, je le voyais comme ça. À chaque intervention, j'essayais de comme donner mon 200% pour cette intervention-là, puis de pas non plus me mettre trop de pression sur le résultat. Au sens où, tu sais, des fois, on nous appelle dans des contextes, tu sais, qui sont traumatisantes ou qui sont en crise ou peu importe. On fait du mieux qu'on peut à ce moment-là, on prend la personne, puis tu sais, je parle, exemple, des violences conjugales. Puis ça, c'est classique, tu sais,
on va aider, on va être là, on va tout faire pour la victime, pour la sécuriser et tout, mais des fois, la personne, elle n'est pas prête à exemple, couper complètement le lien avec son conjoint, malheureusement, parce qu'elle est prise dans le contexte. Donc, on lui donne toutes les ressources, on la prend en charge, on est là avec elle, on met des travailleurs sociaux pour, tu sais, vraiment, mais à un certain stade, il faut aussi se couper du résultat. Ça, des fois, on a de la misère comme police, on veut tellement bien faire, on veut tellement que la personne, elle soit comme go, on veut t'aider, là, mais tellement, mais il faut qu'elle soit prête aussi mentalement à agir en ce sens, puis il faut qu'elle soit là dans sa vie. Puis ça, malheureusement, on peut pas décider pour la personne. Fait qu'il y a comme cette coupure-là que moi, j'ai dû faire, parce que moi, je suis comme ça, là, tu sais, dans le sens que, surtout les violences conjugales, surtout quand c'est des enfants, quand on parle de protection de la jeunesse, moi, ça me touche énormément. Fait que c'était juste à chaque fois que j'avais des appels comme ça, de me dire, j'ai donné mon 200% à cette victime-là, j'ai tout fait, qu'est-ce que je pouvais pour que ce soit des ressources, que ce soit le temps, tu sais, tout d'y expliquer comme du monde, c'est quoi un cycle de violence conjugale, etc. De prendre mon temps, même si on n'a pas beaucoup de staff, mais reste de pas lui faire sentir que j'ai pas beaucoup de staff puis qu'il y a des appels en attente, c'est pas grave, je prends le temps et après ça, je passe à un autre, tu sais, je passe à un autre appel, entre guillemets. Fait que c'est vraiment de ça, de me concentrer sur le bien que je peux faire, puis à chaque fois, ben, j'avais plus de commentaires, en fait, qui me disaient « tu changes ma vie, puis tu m'aides, puis tout ça ». Fait que de me concentrer sur les bons coups un peu, plus que le négatif que je pouvais recevoir en contrepartie. T'as lâché prise sur les attentes, tes attentes aussi. Ouais. Puis sur les commentaires, tu sais, parce que des fois, c'est facile, là, tu sais, dans le sens, on se fait envoyer chier, tu sais, puis j'aime pas l'expression, là, mais de façon régulière par jour. Tu sais, que ce soit mettons juste, tu sais, on va intercepter un véhicule parce qu'il a brûlé sa rouge, puis ça aurait pu être dangereux, juste, même si j'ai pas l'intention de lui donner une contravention, je veux juste l'avertir, ben tout de suite, c'est ça la défensive, puis tout de suite, on est là agressivement, tu sais, ça peut arriver, ben c'est de comme se détacher de ça, tu sais, de pas être comme, gasse. Ça m'appartient pas, tu sais. Puis de donner quand même mon 200%, puis de me dire, gars, j'ai fait de mon mieux. Tu sais, puis c'est ça. Ouais. Puis je sais que toi, tu as aussi une passion, parce que l'été dernier, tu es sortie dans les réseaux sociaux beaucoup. Il y a eu des vidéos de toi qui sont parues parce que tu étais en uniforme et dans la rue, il y avait un chanteur et tu as pris le micro et tu as chanté avec lui. Donc là, évidemment, tous les passants ont commencé à filmer, c'est sorti dans les réseaux sociaux, ça a eu beaucoup de vues. Donc, tu aimes chanter, c'est ça? J'adore chanter, Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience, les feedbacks que tu as eu, puis surtout de la part de tes collègues? Comment ça s'est déroulé? Ben en fait, je vais faire un rewind sur le pourquoi. À la base, je voulais chanter. Quand j'étais jeune, justement, quand moi je vivais tout ce que je vivais, la cour, etc., il y a une chanson qui a fait en sorte que j'ai voulu être chanteuse et que j'ai voulu, que j'ai eu cette fibre-là de vouloir aider les gens. Puis c'était de Christina Aguilera, puis les gens, si vous voulez aller écouter, c'est I'm OK. C'est sa tune qui parle justement que quand elle était jeune, elle vivait un peu le même contexte. Fait que moi, je me suis vraiment vue un peu en elle, dans le sens qu'elle est à moitié latina, comme moi. Elle a vécu son père qui était violent, qui ont vécu de la violence conjugale finalement, comme moi. Donc, je me voyais beaucoup en elle, si on veut. Puis, je voulais lancer ce message-là aux jeunes, aux gens, de donner de l'espoir à travers le chant. Parce que moi, c'est ce qui m'a aidée. Et, tu sais, c'est un des moyens qui est tellement thérapeutique quand que je chante. À la base, ça a été très thérapeutique pour moi. Là, je faisais pas des spectacles ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour moi. Puis surtout que je travaillais beaucoup sur ma confiance en moi durant beaucoup d'années. Chanter, pour moi, c'était une façon d'extérioriser mes émotions parce que j'étais pas très bonne à parler de mes émotions, en fait. Pas du tout. Donc, le chant, pour moi, c'était une façon de le faire. Pour revenir à l'événement qui est arrivé l'été passé, tu sais, pour vrai, ça a été tellement un acte de cœur dans le sens que l'artiste était là. Je trouvais ça tellement bon comment il chantait, qu'est-ce qu'il chantait, l'énergie qui était là. Puis je me suis dit, hey, let's go. Pourquoi pas juste chanter ensemble? Puis j'ai demandé comme ça, est-ce que ça tente? Puis là, il était comme, ah ben oui, let's go. Puis la première chanson qu'il a mentionnée, en fait, c'était la chanson que je l'avais entendue faire. Puis que j'étais comme, ah, j'ai tellement envie de chanter cette chanson-là avec lui. Les deux chansons que tu as chantées avec lui, c'était Stand By Me, puis... Knock on Wood.
Knock on the Heaven's Door. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est 2 chansons aussi qui portent des messages forts en plus par rapport à l'humain. Oui, ben c'est ça. Tu sais, moi, quand je chante, c'est ce que je veux. En fait, c'est avoir un message à travers le chant. Tu sais, je veux pas juste chanter pour chanter. Oui, à la base, c'était très thérapeutique, mais maintenant, c'est vraiment, j'ai un message à dire. Je suis prête à le dire. Je suis prête à en parler. Je suis prête à parler de ce que j'ai vécu, d'y aller plus en détail pour aider le plus de personnes possible, parce qu'au final, tu sais, comme moi je l'ai dit, moi j'ai pas eu affaire avec la police, j'ai pas eu affaire avec des travailleurs sociaux autres que la DPJ, qui peut être quand même très traumatisant quand on est enfant. Fait que j'ai pas eu d'aide d'externe, mais je me dis que quand on a, que ce soit des idoles ou que ce soit comme moi, ça a été Christina Aguilera, d'avoir de l'espoir qu'on peut s'en sortir, mais quel plus beau message qu'on peut envoyer à notre société, qu'on est capable, tu sais, puis d'aller dans cette direction-là. Le chant, pour moi, c'est ce que ça représente. Puis oui, c'est une façon aussi d'extérioriser, tu sais, tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. Oui, dans la profession, il y a des balises à mettre, comme lâcher prise, dépersonnaliser un peu ce que tu reçois. Mais en plus de ça, à l'extérieur de ta profession, t'as alimenté ta passion. Tu t'es nourri avec ça, t'as rallumé ta flamme, en fait, avec le chant. Oui, aussi. exact. Ouais. Moi, j'ai le goût de te raconter très vite une petite anecdote de mon côté. Moi, j'ai plusieurs enfants, puis mon grand qui a 17 ans parlait à son petit frère qui a 12 ans récemment, parce qu'on ne sait pas dans quel secondaire il va aller, puis moi, j'essaye de le motiver pour aller en musique. Oh. Et le grand est allé en musique, puis il expliquait à son frère, mais tu sais, moi, la musique, je peux plus m'en passer. Dans ma vie, c'est quelque chose, ça me nourrit, ça me rend gai, je sais pas ce que je ferais sans la musique. Il expliquait tout ça à son petit frère. Donc, c'est vraiment ça. Je pense que pour toi, c'est la musique. Pour d'autres personnes, c'est peut-être le silence. Pour d'autres, c'est l'écriture. Puis je sais qu'avec ton conjoint, qui lui est dans le yoga et la méditation, vous avez fondé Om Metta. Donc pour vous, c'est ça aussi, vous avez retrouvé le sens à travers cette expérience-là aussi? Ben, je pense que c'est ça. Les deux, on a vécu beaucoup de choses. Puis tu sais, on veut pas dire aux gens comment faire, on veut juste dire aux gens qu'on peut s'en sortir, tu sais, puis qu'on n'est pas tout seul au final. Tu sais, rappeler aux gens, tu sais, souvent quand on vit des moments de détresse, que ce soit des moments de dépression, que ce soit des moments d'anxiété, que ce soit des moments de changement, on se sent souvent seul. Puis tu sais, je l'ai vécu quand j'étais dans mon burn-out, je me sentais seule, parce que les gens, on dirait qu'ils ont de la misère à s'ouvrir et tout, à dire « Ah, je comprends », mais des fois, ils ont de la misère encore à aller dire ça. Fait que nous, on est rendu là. On a fait le cheminement personnel, puis à chacun son cheminement personnel, puis à chacun c'est sa façon d'y arriver. Mais c'est juste de rappeler aux gens, un, de garder l'espoir, puis deux, que vous n'êtes pas seul. Tu sais, fait que, puis ça vient toucher un peu pourquoi que les deux, on est policiers, parce qu'on veut aider les gens. Et pourquoi que lui est conférencier pour parler de ces choses, pour parler des choses qui, des fois, sont tabous. Puis à travers le chant, pour moi, c'est mon vecteur de communication numéro 1. Parce que je trouve que le chant ne juge pas. Le chant, la musique, en fait, elle ne juge pas. Elle est simplement, elle est. Puis à chaque fois qu'on écoute, on peut fermer les yeux, puis on est tous interconnectés, peu importe d'où on vient, peu importe qui nous sommes, peu importe quelle culture qu'on a eue, notre bagage, ou peu importe, elle ne juge pas. Elle fait juste nous unir, d'où le fait que j'adore la musique. C'est sûr que c'est mon dada, c'est ma passion. Fait que, puis à travers ça, de lancer les messages que j'ai à dire, puis d'apporter cet espoir-là à la communauté, c'est pour moi, c'est ma mission de vie. Merveilleux. Donc, tu t'apprêtes aussi à être maman. Oui. Donc, tu es à peu près à la moitié de ta grossesse pour ton premier enfant. Oui. Puis, j'imagine tu vas lui transmettre tes passions, là, c'est certain, mais tu dois sûrement déjà lui chanter pour ton bébé. J'ai fait 2 spectacles avec lui. Ah, wow. Dans le fond, comment tu vois, toi, la venue de cet enfant dans ce monde aujourd'hui? Ouais, c'est tellement large comme question. Mais comment je vois ça? Écoute, moi, je pense que, mais c'est sûr que nous, on est très spirituels. Fait que pour moi, chaque âme décide de venir pour une raison sur Terre. Mon conjoint et moi, on a la même vision. Nous, on est là pour aider le plus possible cet enfant-là à ne pas tomber. On va lui donner tous les outils inimaginables. Puis au final, ben lui, il va avoir sa propre mission sur Terre. Puis on va juste être là à le pousser, puis à respecter ses choix. Puis on va être là en arrière de lui. En fait, je trouve qu'on a déjà un switch un peu
pas de génération, mais de mentalité comme société. Tu sais, on commence à aller de plus en plus on se connecte de plus en plus entre nous. On dirait qu'on cherche de plus en plus cette connexion divine, que ce soit avec Dieu, on peut l'appeler comme on veut, que ce soit la vie ou peu importe. Je trouve que ça commence à se faire ressentir de plus en plus. Puis c'est ce que j'ai espoir que mon enfant arrive ici sur Terre pour amener ça aussi, tu sais. Comment ça lui appartient, puis ça, c'est à lui. Mais au final, je suis juste heureuse de pouvoir vivre une grossesse. Il y a tellement de femmes qui ont de la misère à tomber enceinte et tout. Nous, on a cette chance-là que c'est arrivé comme ça, puis je fais juste aimer ma grossesse, puis après ça va être tellement je go with the flow, là, on verra le reste. Wow. C'est très beau. Donc, tu vois cette expérience-là pour toi, comme une connexion à plus grand, à la vie ou une réparation aussi avec qu'est-ce que j'ai vécu, puis je pense qu'avec mon conjoint aussi, qu'est-ce qu'il a vécu, de justement casser. Qu'est-ce que nous, on a vécu quand on était jeunes, on le casse, dans le sens que on ne répétera pas qu'est-ce qui a été fait dans le passé. Puis je pense que de plus en plus, on peut voir ce genre de mentalité qui ressort dans la société quand on commence à parler avec des gens et tout. Ça ressort de plus en plus qu'on est là pour casser, on appelle ça en yoga le karma, mais des cycles tout simplement. C'est ce qu'on fait. Fait que on change. On change notre vision. Tu sais, ça me touche beaucoup, en tout cas, de voir que la spiritualité est aussi chez des policiers. Oui. Moi, vraiment, ça m'illumine ma journée, en tout cas. On sort des sentiers battus. Ouais, ça montre que quelque part, ce qu'on appelle la conscience, en tout cas, dans cette transition de monde, est de plus en plus en train de rayonner dans tous les corps de métier, et que oui, les initiations comme celle que tu as vécue, celle que ton conjoint a vécue, autant dans l'enfance que dans votre vie professionnelle, finalement, ça aide à ouvrir la conscience et à amener un petit peu plus de lumière dans tout ce que vous faites. Donc, Philippe, on peut dire c'est Philippe, ton conjoint, Philippe Medeiros, et toi, vous avez fondé Homme Méta. Est-ce que tu peux me dire depuis combien d'années? C'est quoi la mission? Comment vous voyez ça dans les années qui viennent? Ouais, dans le fond, on a fondé ça en décembre 2021. Je vais pas dire des mensonges. Dans le fond, nous, notre but, c'était justement, tu sais, comme tantôt, je parlais beaucoup de... nous, les deux, on a vécu des choses qui étaient traumatisantes. On a réussi à s'en sortir. Puis, tu sais, on parlait tantôt aussi beaucoup comment que la police, ça peut être lourd. Fait que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment se concentrer sur nos passions, qui, pour lui, est les conférences, de parler. Tu sais, il y a cette capacité à... Il y a cette capacité facile à juste parler... de knowledge, de donner son savoir si facilement, puis de façon si humaine quand il en parle, puis les gens se retrouvent dans son histoire beaucoup. Puis surtout de voir un homme qui s'ouvre devant les gens de façon si ouverte, ça vient encore plus toucher, parce que tu sais, la femme veut pas, on est habitué de parler de nos émotions, comment on se sent. On dirait que nous, on a toujours ça comme self-care un peu. Tandis que l'homme a beaucoup plus de difficultés à en parler. Donc, de voir un homme qui a fait l'armée, qui a fait la police, qui a fait, qui est un homme quand même dans des métiers qui sont plus difficiles, de s'ouvrir, de montrer qu'on peut mettre le genou à terre et tout, ça vient encore plus inspirer les gens, et ça vient encore plus démontrer puis toucher un peu à monsieur, madame, tout le monde. Donc ça, c'est au niveau de sa capacité à lui. Il est allé chercher cette force-là, il est allé se puiser dans qu'est-ce que lui, il est bon. Et justement, lui, c'est la parole. Mettons, en contrepartie, moi, c'est vraiment le chant. J'ai cette capacité-là, par contre, à faire ressentir ce que je ressens aux gens. Que ce soit justement quand je parle, souvent, ça va être plus émotif, parce que je vais aller dans le ressenti. Et à travers la musique, c'est ce que j'utilise énormément. Donc, ce qu'on a fait avec notre compagnie, qui est Homme Méta, c'est vraiment de combiner nos deux forces pour aller chercher le plus de gens possible. Puis comme je disais tantôt, c'est d'aller rappeler aux gens qu'ils ne sont pas seuls, qu'on vit tous des moments difficiles, que ce soit traumatique ou que ce soit juste momentanément un down, on le vit tous. Fait qu'on est tous dans le même panier sur Terre. On souffre tous à différents niveaux, à différents moments de notre vie. On va tous le vivre. Puis surtout avec aujourd'hui, tu sais, c'est cher d'aller chercher de l'aide, que ce soit avec des psys, des thérapeutes, des retraites, whatever. Ça coûte cher. Fait que, tu sais, nous, notre but, c'est d'être le plus possible accessible, présent, puis rappeler aux gens que justement, on n'est pas seul, et d'essayer
créer une genre de communauté pour s'aider entre nous. Et dans le fait qu'on veut se rendre accessible, on a créé un podcast qui s'appelle Kat et Phil en conscience. Puis, dans ce podcast-là, justement, on va parler beaucoup de comment la vie, des fois, on se fait un peu inculquer de voir les choses dans un cadre particulier. Puis nous, ce qu'on veut démontrer, c'est justement que, tu sais, nous, on est policiers, là. Je veux dire, on s'entend que c'est très carré, c'est un cadre. C'est une boîte. Oui, c'est une boîte. Mais nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que c'est pas parce que c'est une boîte que ça veut dire qu'on ne peut pas sortir et être complètement nous, qu'est-ce qui nous anime réellement, et d'utiliser cette passion-là pour nous alimenter dans notre âme, puis de nourrir à travers ça, en même temps de faire un métier qui peut être difficile et lourd par moments. Puis, si je reviens au podcast, c'est de revoir justement cette société sous un autre angle, complètement. Fait que d'aider les gens à sortir un peu, à ouvrir un peu les œillères, puis des fois on peut se mettre, fait que juste enlever ça, puis dire « Hey, il y a d'autres chemins pour arriver à où on veut réellement, puis de pas se limiter. En fait, c'est vraiment ça, de ne pas se limiter, puis de reprendre un peu le contrôle de sa vie et de pas être sur un pilote automatique. Donc, on en parle énormément dans nos podcasts, puis on va avoir des invités aussi qui, eux, je pense à un exemple en particulier que elle vivait du 8 à 5 dans un métier bien payé, tout. Puis elle a dit non, je ne me sens pas à ma place. Puis elle a juste décidé, c'est terminé, je sais pas où c'est que je m'en vais, mais je m'en vais. Elle a quitté, elle a suivi son cœur qui lui disait c'est pas ma place. Elle a quitté ça. Puis finalement, elle a ouvert sa compagnie, puis ça va très bien sa compagnie. Puis elle vit maintenant, elle se sent servir et utile à la communauté. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut apporter, d'autres chemins, d'autres visions à travers le podcast. Puis là, on a plein de projets à travers ça. Là, notre but, c'est vraiment de trouver plein de moyens pour aider les gens de façon différente, que ce soit par la conférence, par le chant, par le son, par, avec des ateliers. T'sais, on a plein d'idées. Puis là, ça va être juste le temps et le comment qu'on va y arriver, mais clairement, on va réussir à tout manager avec le bébé, puis à faire de nos projets, de les concrétiser. Ouais, j'ai aucun doute que le bébé va vous inspirer à trouver des idées créatives encore plus novatrices. Je trouve qu'avoir un bébé, en fait, ça nous force un peu à vouloir encore plus que ce monde soit meilleur. Ouais. Parce que tu veux que ton enfant vive dans un meilleur monde, un monde uni finalement, puis c'est ce qu'on aimerait créer. Ouais. Fait que puis si tout le monde on embarque ensemble puis qu'on a la même vision, ben c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses et non pas en se disant c'est tellement compliqué, c'est tellement ci, c'est tellement ça, puis de se mettre des barrières, mais si tout le monde on se dit let's do it. Ouais. On va mettre les mains dedans puis on le fait. Exact. Puis tu sais de se dire oui, ça va être difficile, puis oui, il va y avoir des mais on est capable. Si tout le monde, un peu comme dans les années 70, ça l'a viré un peu avec la drogue et tout, on enlève ça, mais tu sais, des mouvements comme ça, de paix, d'amour, de joie, c'est là-dessus qu'on se lance. Des mouvements sociaux qui croient en un autre paradigme, le paradigme de la connexion humaine, le paradigme de la créativité, de tout ça. Donc je vois que votre contribution sociale, dans le fond, est en train un petit peu de changer, mais vous lâchez pas la police, vous restez encore dans ce rôle-là. C'est très intéressant, la polarité entre la méditation, mettons le chant, puis l'action de terrain de la police. Moi, j'appelle ça l'activisme sacré. Activisme sur le terrain, puis il y a toujours le côté sacré qui accompagne les actions. Ouais. Merci beaucoup, Catherine. C'est passionnant, puis j'espère en tout cas qu'on collaborera dans plein de projets. Certainement. Merci pour l'invitation, puis à très bientôt. À bientôt, Catherine.